Et c'est maintenant le moment de la séance d'urologie. Je vais inviter Morgane Rouprette, qui a fait ce programme pour nous, en collaboration avec le président de l'AFU, Alexandre Delataille, dont je ne sais pas s'il nous suit à distance. Il a adressé une vidéo. M. Bourret. Il fait sa présentation. Non, non, il ne fera pas sa présentation parce qu'il a un contrôle, enfin pas fiscal, mais l'accréditation. Et donc, il est retenu avec l'administration hospitalière, donc on s'en excuse. Il a quand même enregistré sa vidéo. Donc, on va vous la passer. Il représente l'AFU, mais un bon nombre d'entre vous l'ont déjà présidé, donc la connaissent très bien et en sont administrateurs. L'autre point, c'est que cette session, on l'a voulu l'organiser autour de la cancérologie et du CCAFU. Et donc derrière, on va rentrer dans des aspects plus pratiques et cliniques. Mais Alexandre, en prenant la présidence, a voulu donner une impulsion très forte sur la recherche et il présente ses axes et surtout les messages sur le dépistage du cancer de la prostate. On va peut-être l'écouter. Alors, avant de l'écouter, j'aurais dû mieux présenter Morgane Rouprette pour vous dire qu'il est le coordonnateur du CCAFU, c'est-à-dire du comité de cancérologie de l'Association française d'urologie. Et je crois que tu occupes la même fonction au plan européen. Voilà, ça s'appelle la section d'onco-urologie de l'EAU. Et donc, ce comité de cancérologie est depuis 3 ans en place. Il sera éventuellement renouvelé en novembre. On va présenter une nouvelle mouture au bureau avec un groupe rein, un groupe vessie, un groupe prostate et un groupe organes génitaux experts. Donc, on coordonne ces groupes d'urologues, évidemment, qui collaborent avec des médecins nucléaristes, des anatomopathologistes, des radiologues, pour le but de produire des recommandations nationales, mais aussi de produire de la recherche, de participer à des essais ou bien de les créer en collaboration soit avec l'AFU, soit avec le GETUG, qui est le groupe des études d'études des tumeurs urogénitales. Donc, une recherche clinique française et urologique qui se veut le plus actif possible. Et donc, c'est vous résumer un petit peu cet esprit de la recherche clinique qu'on va faire aujourd'hui. On va peut-être laisser la parole à Alexandre. Et j'ajoute, une fois, que l'Association française d'urologie a été une des premières sociétés savantes, au moins chirurgicales, à produire des recommandations au cours des années 90, sous le dynamisme, la férule de Clément-Claude Abou, en particulier, membre de l'Académie, mais qu'on a vu, lorsque tu as installé ton équipe, ta nouvelle équipe du CCAFU, se transformer ces recommandations, et c'est probablement également ton expérience européenne qui a permis de valoriser grandement ces nouvelles recommandations qui sont parues l'année 2022. Oui, et puis la force de nos recommandations, c'est que les oncologues n'en émettent pas en France. Et donc, les oncologues viennent à l'appui, avec plaisir ou malgré eux, toutes nos recommandations pour le cancer de la prostate, le cancer du rein et de la vessie, et donc participent à nos recommandations. Et ça, c'est la force de notre société savante de les émettre. Voilà. Maintenant, on va pouvoir donner la parole à son président, Alexandre Delataille. Cher Pascal, chers collègues, chers académiciens, c'est avec un immense plaisir que je suis avec vous aujourd'hui, malheureusement en visioconférence compte tenu de l'accréditation qui est actuellement en cours au sein de mon hôpital. Mais vraiment, l'Association française d'urologie est très heureuse d'être cet après-midi avec l'Académie de chirurgie pour discuter de certains points extrêmement importants dans nos pratiques. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les derniers points concernant la position de l'Association française d'urologie par rapport au diagnostic précoce du cancer de la prostate. Voici mes liens d'intérêt. Je vais juste prendre quelques instants pour vous présenter l'Association française d'urologie, qui est reconnue bien sûr d'utilité publique et qui a été fondée en 1896 et qui a pour but la promotion de la science de l'urologie, de développer une politique globale de qualité et de sécurité des soins, d'améliorer les pratiques, bien sûr, et de travailler sur les pathologies qui sont extrêmement fréquentes dans notre population. Pour ces développements, nous avons des programmes dédiés sur la recherche et sur la formation initiale et continue des urologues. L'association regroupe 1318 membres actifs et ces membres élisent le conseil d'administration qui est composé de 24 membres et qui change tous les 3 ans. Vous avez ici devant vous la photo du dernier conseil d'administration élu en novembre dernier et le bureau de l'association que je préside depuis novembre avec Antoine Fex, Yann Nezillet, Julien Branchereau, Véronique Fay, Gaël Fiard, Nadia Habid et Benjamin Prader. Là,
tentacules qu'on essaye d'avoir au sein de l'Association française d'urologie et nécessite des partenariats bien clairs avec, bien sûr, l'assurance maladie, avec la NSM, avec les jeunes urologues en formation, avec le syndicat et le collège, qui sont vraiment le triumvirat de notre association et qui permettent d'avancer aussi bien dans la formation que dans les recommandations et la défense de notre spécialité. L'objectif de cette association est bien sûr la formation des urologues via de nombreux événements, dont le Congrès français, mais aussi des journées à thème, des journées dédiées à certaines pathologies, comme les JOOM sur la cancérologie, comme les JAM sur tout ce qui est andrologie et médecine sexuelle, et par exemple aussi les JITUS sur les nouvelles technologies en urologie. Nous avons bien sûr des relations internationales, ça c'est très important, avec l'Association européenne d'urologie qui sera à Paris en avril 2024, l'association américaine, la SIU, les sociétés libanaises, les sociétés tunisiennes, marocaines et j'en passe. Voilà, beaucoup de réseaux pour, là encore, aider nos collègues dans la formation, mais aussi favoriser les échanges et aller apprendre des différents collègues les nouvelles stratégies et les nouvelles thérapies. Nous avons aussi un programme de sciences et de recherche avec 11 comités, dont le comité de cancérologie, dont le responsable est le professeur Morgan Rouprey, présent et qui répondra à vos questions dans quelques instants par rapport à cette organisation et par rapport au topo que je vais vous présenter concernant le cancer de la prostate, pour discuter un petit peu l'incidence, l'impact que ça a sur la mortalité, bien faire la différence entre un diagnostic précoce et un dépistage, et puis voir un petit peu comment, d'un point de vue concret, on entend un diagnostic précoce et pour quelle population. Alors, en termes d'incidence, on le sait tous, le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme, représente à peu près 50 000 nouveaux cas par an en France. Et ce cancer est, vous voyez, extrêmement important dans les pays très développés. Lorsqu'on regarde en termes de mortalité, en France, il représente la 3e cause de cancer, avec environ 9 000 décès par an. Les facteurs de risque qui ont été retrouvés par rapport au risque de décéder de cancer de la prostate, c'est l'âge, parce que malheureusement, avec l'âge, on développe tous, à un moment ou à un autre, un cancer de la prostate, puisqu'au niveau histologique, on sait que le cancer de la prostate est présent chez un homme sur 2 à 80 ans et chez tous les hommes à 100 ans. Lorsqu'on regarde par contre le risque de décéder à cause d'un cancer de prostate, lorsqu'on est un homme, c'est 2%. Et par ces simples chiffres, vous comprenez toute la problématique qu'il y a par rapport à ce diagnostic précoce et par rapport à la stratégie qu'on doit avoir pour diagnostiquer à bon escient le cancer qui potentiellement va impacter l'espérance de vie du patient, du cancer qui est latent ou qui est d'évolution lente et qui n'aura aucun impact sur l'espérance de vie du patient. Alors, différence entre un dépistage et un diagnostic précoce. La philosophie du dépistage, c'est aller chercher un cancer qui n'entraîne à l'heure du diagnostic aucun symptôme, qui est à traiter en tenant compte de l'espérance de vie du patient, qui a pour but d'en réduire la mortalité et la morbidité sans entraîner des effets secondaires, ou en tout cas sans impacter de façon importante sa qualité de vie. Il faut donc ne pas surtraiter, mais il ne faut pas non plus sous-traiter, d'où le dilemme. Et la meilleure façon de savoir si on a un risque de décès d'un cancer de la prostate, c'est peut-être de se remettre à Madame Soleil ou Madame Irma qui, avec sa boule de cristal, permet de savoir ce qui se passe demain. Malheureusement, on ne le sait pas. Et c'est vraiment la question qu'on aura tous les jours en consultation par rapport aux patients qu'on a en face de nous. C'est est-ce que ce patient a une espérance de vie suffisamment longue pour avoir un risque que ce cancer de la prostate se développe, entraîne des symptômes et modifie son espérance de vie, ou est-ce que c'est un cancer d'évolution lent chez un patient qui a d'autres facteurs de comorbidité et qui a donc un risque faible de décéder de son cancer de la prostate. Tout cela entraîne beaucoup de polémiques connues dans les médias et pour lesquelles on a la nécessité parfois de se défendre en revenant sur l'évidence de médecine et démontrer qu'un diagnostic précoce peut avoir un impact positif sur l'espérance de vie de nos patients. Et vous voyez ces polémiques et toutes ces interrogations qu'il y a par rapport au
dépistage du cancer de prostate a abouti à la prise de position de certains urologues et médecins et même animateurs de télévision que vous avez en haut à gauche de l'écran, en disant ne passez pas à un doigt du diagnostic, sous-entendu le toucher rectal, et puis vous avez un groupe de médecins généralistes qui pointent du doigt le risque de surdiagnostic et surtout l'impact que ça peut avoir sur la qualité de vie avec ces protections masculines peu glorieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la littérature concernant le dépistage du cancer de la prostate? Eh bien, il y a deux grosses études où ont été randomisés les patients entre un dépistage systématique du cancer de la prostate et puis une population qu'on laissait avancer tranquillement sans aller rechercher ce cancer de la prostate. Eh bien, l'étude américaine que vous avez sur la droite, c'est la fameuse étude PLCO, montre qu'il n'y a aucun impact à rechercher un cancer de la prostate par rapport à une population contrôle. Le seul problème et le gros dilemme qu'il y a eu dans cette étude américaine, c'est que lorsqu'on est recherché dans le groupe contrôle, en fait, ils avaient tous un PSA. Donc finalement, ce n'était pas vraiment une étude prospective randomisée claire avec un groupe qui vraiment n'allait pas faire de PSA par rapport à un groupe qui faisait du PSA. C'était finalement comparer deux stratégies d'un PSA systématique inclus dans une étude randomisée et un PSA fait par le médecin généraliste. Et aux États-Unis, on sait que c'est très fréquent. L'étude plus sérieuse européenne, avec un groupe vraiment contrôle par rapport à un groupe vraiment étudié de façon régulière avec le PSA, l'examen clinique et la consultation pour diagnostiquer précocement le cancer de la prostate, montre clairement qu'il y a un avantage à aller vers un dépistage du cancer de la prostate avec un risque de réduction de décès liés au cancer de la prostate de moins 27%, comme vous le voyez. Alors, il faut, pour aboutir à sauver quelques vies, dépister beaucoup. Et lorsqu'on regarde ce schéma qui représente pour chaque point chaque homme à qui on a demandé de faire un PSA, eh bien, vous voyez que sur 1500 personnes qui vont accepter d'entrer vers le dépistage, vous allez en avoir une certaine proportion, environ entre 200 et 300, qui vont avoir une modification du taux de PSA. Et lorsqu'on va rechercher le cancer de la prostate, le traiter à bon escient, eh bien, on va arriver à sauver une personne. Donc, à l'échelle de la population, c'est un petit peu faible, mais lorsqu'on regarde à l'échelon individuel, c'est extrêmement intéressant. Et donc, il va falloir finalement élaguer les personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un taux de PSA par rapport aux personnes qui vont vraiment pouvoir en bénéficier. On sait que le PSA, qui est arrivé dans les années 90, a clairement modifié le profil des patients qu'on traite aujourd'hui d'un cancer de la prostate. Vous regardez ici l'incidence de la maladie métastatique depuis l'année 90, arrivée du dosage du PSA, et les années 2010. Vous voyez un effondrement total de la proportion de patients qui sont atteints au diagnostic d'un cancer métastatique. Et l'arrêt du PSA, la disparition du PSA, ferait logiquement remonter la courbe d'incidence de la maladie métastatique au stade où elle était précocement. Donc, vous voyez, 1990, 70% des hommes étaient diagnostiqués avec des métastases. À l'heure d'aujourd'hui, dans des pays industrialisés, vous voyez que ça représente moins de 20% de la population et probablement même moins dans certaines zones où l'accès aux soins est extrêmement aisé. Donc, lorsqu'on regarde cette perspective individuelle, donc diagnostic précoce versus un dépistage de masse, eh bien, lorsqu'on va diagnostiquer à 61 ans un cancer de la prostate à bon escient, l'homme dépisté et diagnostiqué va gagner 10 ans d'espérance de vie. Mais si on rapporte ces 10 ans d'espérance de vie à l'ensemble de la population, c'est-à-dire les 1500 hommes qu'il a fallu dépister, eh bien finalement, le bénéfice par personne n'est finalement que de 26 jours. Et donc, les épidémiologistes, je vous dis, finalement, c'est pour notre population, ce n'est pas extrêmement intéressant d'aller vers un dépistage de masse du cancer de la prostate. Et l'HAS, qui a publié ses recommandations en 2004 et qui les a, entre guillemets, actualisées en 2000, c'est-à-dire en changeant même pas une virgule de ses recommandations, dit qu'il n'y a pas de place sur le dépistage systématique du cancer de la prostate et qu'il faut aller sur un usage rationnel du dosage du PSA. Alors, quelle est la position de l'Association française d'urologie? Quelle est la position des sociétés savantes
d'oncologie et d'urologie et de radiothérapie par rapport à cette utilisation du PSA. Eh bien, l'Association française d'urologie est tout à fait d'accord avec l'HAS sur son avis défavorable d'un dépistage systématique. Mais on insiste sur le fait que chez des personnes ayant une espérance de vie supérieure à 10 ans, entre 50 et 75 ans, il y a un intérêt à aller rechercher le cancer de la prostate. Et deuxièmement, on sait qu'il y a des patients qui ont un risque plus important de développer un cancer de la prostate. C'est des hommes qui ont 2 parents ou plus atteints d'un cancer de la prostate avant l'âge de 55 ans et la population afro-antillaise. Donc, dans les recommandations de l'Association française d'urologie, vous voyez que d'abord et avant tout est marqué qu'il faut évaluer la personne sur son espérance de vie, sur ses antécédents familiaux, et qu'en termes d'espérance de vie, il faut avoir une probabilité d'espérance de vie minimum de 10 ans pour aller s'intéresser au cancer de la prostate. Ce diagnostic précoce doit être initié à partir de l'âge de 50 ans et va se faire tous les 2 à 4 ans en fonction du taux de PSA initial. Donc, on se base sur, d'abord avant tout, une suspicion clinique de cancer de la prostate, basée sur les facteurs de risque, sur le taux de PSA. Et ensuite, l'Association française d'urologie inclut dans ce diagnostic précoce l'utilisation de l'IRM. L'IRM est extrêmement intéressante car ça va être un filtre extrêmement puissant pour sélectionner les personnes qui vont avoir besoin d'une biopsie par rapport aux patients qui ne vont pas avoir besoin de biopsie. Et ensuite, si on a un PSA élevé, une IRM positive, à ce moment-là, on ira vers des biopsies de la prostate de façon systématisée, mais aussi dans les cibles identifiées à l'IRM. Pourquoi cette IRM est très intéressante? Eh bien, finalement, parce que cette IRM voit surtout les cancers significatifs, les cancers de faible volume, inférieur à 0,5 cc, les cancers qui sont d'agressivité faible, finalement, ont un signal moins important au niveau de l'IRM et donc sont moins visibles. Et c'est exactement ce qu'on cherche. On ne veut pas diagnostiquer les cancers de petit volume et de faible agressivité. On veut diagnostiquer les cancers qui sont d'agressivité certaine ou élevée et qui ont et pourront avoir un impact sur l'espérance de vie du patient. Donc, les facteurs de risque du cancer de prostate, comme je vous l'ai dit, c'est l'âge, malheureusement, c'est l'hérédité et c'est les facteurs ethniques avec, dans notre population, les populations afro-antillaises. Il faut bien identifier aussi un petit groupe de patients, ces patients qui sont porteurs d'une mutation. On sait que le gène BRCA2 et OXB13 ont, par essence, un risque plus important de développer un cancer de la prostate et d'avoir un cancer de la prostate agressif. Et donc, l'Association française d'urologie insiste pour ce groupe de patients, pour les informer par rapport à ce risque important de cancer de la prostate et de leur proposer, avant l'âge de 55 ans, la réalisation d'une IRM de façon systématique, quel que soit le taux de PSA. Et au-delà de l'âge de 55 ans, regarder le taux de PSA et ensuite faire une IRM. Donc, les cancers héréditaires, oui, ça représente une faible proportion de patients, peut-être entre 5 et 8% d'entre eux, mais c'est à rechercher parce qu'il va falloir non seulement rechercher le cancer de prostate chez ce patient, rechercher le cancer du sein aussi chez l'homme lorsqu'il y a une mutation BRCA2, et puis avoir de l'information dans la famille afin de rechercher les éventuels cancers chez les oncles, les neveux, mais aussi rechercher, s'il y a des mutations BRCA2, des cancers du sein. Alors, comment diagnostiquer ce cancer de la prostate? Eh bien, c'est avant tout, vous l'avez bien compris, le PSA qui est le premier driver. Ensuite, l'IRM de la prostate pour sélectionner les patients à biopsier et pas à biopsier. Et puis, les biopsies de la prostate. Donc, le PSA, c'est simple, c'est une prise de sang. Je vous rappelle que ce PSA peut être augmenté, bien sûr, en cas de cancer de la prostate, mais aussi en cas d'inflammation ou d'infection de la glande prostatique et en cas d'adénome de la prostate ou hyperplasie bénigne de la prostate. L'IRM, je vous l'ai dit, est très intéressante en deuxième ligne, puisqu'elle permet d'identifier des zones suspectes de cancer de la prostate. Et ces zones suspectes sont cotées par le radiologue sur une échelle de 1 à 5, le fameux score de PIRADS,
qui est non seulement lié au risque d'avoir un cancer de la prostate, mais aussi au risque d'avoir un cancer de la prostate agressif et potentiellement impactant l'espérance de vie du patient. Donc, sur les grades donnés par le score PIRAD, il y a les grades 1 et 2 qui sont des IRM considérés comme normales, inflammatoires, non suspectes, pas besoin de faire des biopsies. Les 3 qui sont des grades intermédiaires pour lesquels il faudra, en fonction de l'espérance de vie du patient et du souhait du patient, aller ou non vers les biopsies de la prostate. Et puis les grades 4 et 5 qui sont, comme je vous l'ai dit, associés à un risque plus important de cancer de la prostate et avec des cancers plus agressifs et pour lesquels les biopsies seront absolument souhaitées. Les biopsies, c'est là encore l'outil essentiel qui permet de répondre à la question, c'est oui ou non il y a un cancer, mais surtout, est-ce que c'est un cancer agressif ou pas agressif? Et on revient toujours sur ce score histopronostique de Gleason qui est complètement, qui lie complètement l'architecture du cancer par rapport à son risque de développement. Plus le cancer va être infiltrant, plus il va diffuser dans les tissus, plus il va y avoir une structure anarchique, plus c'est lié à un cancer de la prostate agressif, alors que s'il est encore assez organisé, ordonné, ressemblant encore à des glandes prostatiques, eh bien, c'est le fameux score de Gleason 6 qui est le score d'un cancer de la prostate faiblement agressif. Donc, l'agressivité se grade par rapport à ce score de Gleason qui va de 6 à 10. 6, cancer de faible agressivité. 7, ce sont les intermédiaires. Et 8, 9, 10, les agressifs. Donc, en conclusion, vous avez bien compris que l'Association française d'urologie n'est pas en faveur d'un dépistage systématisé. Et il faut absolument avoir une première consultation pour bien identifier le patient par rapport à ses facteurs de risque, par rapport à son souhait, par rapport à son âge et par rapport à son espérance de vie. Donc, la première étape dans ce diagnostic précoce individualisé, c'est d'avoir les antécédents familiaux, d'avoir le toucher rectal, d'avoir le souhait du patient. Lorsque le PSA est élevé, à ce moment-là, deuxième étape, on va vers l'IRM. Gros filtre, est-ce que l'IRM est normal ou pas normal? Et si l'IRM est anormal, à ce moment, on va vers des biopsies. Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider sur avoir une idée claire sur le diagnostic précoce du cancer de la prostate et non un dépistage systématique. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci Alexandre. Bon, ce sont des sujets que vous avez excessivement portés. Donc, il y a François et Pascal. Prendre la parole là-dessus parce que c'est dans la continuité et l'esprit de l'AFU de porter ce sujet depuis des années. Depuis des années. Oui, je me souviens avoir agi dans ce sens à l'époque et les mots me reviennent, c'est-à-dire que bon, je veux bien individualiser, sauf que les individus, par nature, ou en tout cas socialement, sont inégaux entre eux et ne bénéficient pas tous de la même information, que ce soit d'eux-mêmes ou de leur médecin traitant. Et on sait que là, les informations ne sont pas très claires vis-à-vis des médecins traitants, puisque je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qui régit leurs recommandations. Celle-ci s'oppose au dépistage par le PSA, qui est quand même le meilleur marqueur oncologique qui existe. De fait, certains médecins, sans l'avis de leurs patients, ne demandent pas ce PSA. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que 9000 décès, c'est quand même pas rien, c'est parfois les accidents de la route. 50% de ces décès ont moins de 80 ans, des gens qui légitimement devraient avoir une espérance de vie à la hauteur de ce qu'elle devrait être dans nos pays développés, et ils n'en bénéficieront pas. Et puis, il ne faut pas oublier les 20 000 patients de fil actif qui sont sous traitement hormonothérapie de première, de deuxième génération, qui ont une maladie avancée, parfois métastatique, même si on ne découvre plus des stades au stade les patients au stade métastatique, ils le deviennent progressivement macro-métastatiques. C'est un coût humain d'abord, parce qu'il y a la tolérance de ce traitement qui les expose à des maladies cardiovasculaires, et puis c'est un coût tout court, parce que si on fait le calcul du coût additionné de tous ces traitements, on dépasse largement le milliard d'euros par an. Donc c'est beaucoup de questions qui se posent, à la fois purement médicales et économiques. En face de ça, ces recommandations qui en réalité existent depuis maintenant près de 20 ans, on a fait des progrès extraordinaires. Alexandre nous rappelait l'intérêt de l'IRM qui permet de mieux circonscrire et surtout, la crainte des autorités, c'est ce fameux surtraitement. Actuellement, 50 000 diagnostics,
20 000 prostatectomies. À peine plus de 30% des cas diagnostiqués vont avoir une prostatectomie totale. Les autres, d'un côté, il y a 15% à peu près des patients qui sont en surveillance, donc on les surveille, on ne les agresse pas, sauf que 40% d'entre eux, on les fait évoluer. Ils font donc partie un jour de ces prostatectomies. Et puis il y a tous les autres qui ont eu de la radiothérapie, de l'hormonoradiothérapie, qui ont donc été diagnostiqués trop tardivement. Déjà, et je reviens donc à cette file active de patients, de 20 000 patients. Donc, dire on ne fait pas de dépistage organisé, c'est dire on fait quelque chose d'inorganisé. Et c'est ce que l'on voit tous les jours dans nos consultations. Des patients qui arrivent avec des PSA tous les ans alors qu'ils n'en ont pas besoin. Nous autres urologues, on sait très bien que quand on voit un PSA à 1,5, le patient n'a pas besoin de revenir, si tout est clair par ailleurs, avant au moins 3 ans, etc., etc. Je ne vais pas faire un discours. Donc, la seule remarque, c'est que je ne pense pas que ce soit bénéfique et pour les patients et pour, au plan médico-économique, de ne pas organiser, mieux organiser, de façon systématique dans les bornes d'âge qui ont été rappelées tout à l'heure par Alexandre, le dépistage du cancer de la prostate. Alors, il y a les autorités qui posent parfois problème et on voit que le langage et la sémantique peut changer au gré. Justement, on a vu même aux États-Unis ce qu'avait causé le PSA. Puis il y a le discours et le dialogue avec les médecins généralistes qui est important. Raison pour laquelle l'AFU aussi réfléchit à l'idée de faire des recommandations, on va dire, digérées et élaborées à des destinations des médecins généralistes pour c'est-à-dire être dans une co-construction parce que, parfois, la qualité du dialogue, c'est là que le bas blesse et certains confrères ne vont pas adresser les patients ou vont être complètement réticents et partent avec des idées reçues et on arrive sur les clichés qu'on a vus tout à l'heure avec les photos dans un sens comme dans l'autre qui sont un peu excessives. Donc voilà, c'est le point que je voulais souligner. Est-ce qu'il y a des remarques oui, François, avant que… Je ne sais pas si il faut passer le micro. Il y a un micro dans la salle. Il y a un micro de salle. Non, c'est son parapluie. Non, c'était pour aller exactement dans ce sens-là. Le sujet du dépistage du cancer de la prostate, c'est un sujet qui est médiatique. Donc, comme il est médiatique, il est faussé, suivant les mots qu'on utilise. Et vous l'avez signalé tous les deux. Et c'est vrai que le moyen d'essayer de corriger ça, je suis d'accord avec Morgane, c'est d'embarquer avec nous les médecins généralistes. Or, dans les médecins généralistes, il y en a qui sont tout à fait d'accord, il y en a d'autres qui, pour des raisons également diverses, ne le sont pas, mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. On est passé très loin. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, j'étais passé sur Antenne 2 pour parler du toucher rectal pour le dépistage du cancer de la prostate, qui, objectivement, en tant que toucher rectal isolé, le PSA n'existait pas encore, n'a aucun intérêt. Mais par contre, expliquer qu'un médecin généraliste examine son malade quand il y a besoin sur certains symptômes, ça peut être intéressant. Donc, il faut qu'on travaille avec les médecins généralistes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Morgane. Et comme ça, on arrivera éventuellement à dire en tant que généraliste ou en tant qu'urologue la même chose. À partir du moment où les deux diront la même chose, ça sera plus difficile pour les médias de jouer en permanence sur l'un ou sur les autres pour se faire contredire. Est-ce qu'il y a, vous avez des remarques ou des questions peut-être sur le sujet du dépistage de cancer de la prostate? Ah, Irach. Morgane, viens. Normalement, il y a 2 micros. Je ne suis pas urologue, comme vous le savez, mais pourquoi ne pas dire, passer 50 ans, s'il y a une raison quelconque de faire une prise de sang, il n'est pas illogique, en même temps qu'on demande cholestérol, je ne sais pas quoi, de faire demander un PSA. Évidemment. Voilà, on va pas. J'avais un micro là. Juste pour répondre à Iraj, c'est tout à fait logique. La difficulté, c'est que on n'a pas encore réussi à faire passer les messages que quand un PSA n'était pas tout à fait normal, c'était peut-être pas obligé de faire n'importe quoi après. Et que, comme l'a dit Alexandre de Hataille, le nombre de fois où on voit des malades qui, tous les 3 mois, ont des PSA sous prétexte que le PSA d'avant a bougé de 0,0 quelque chose, etc. Il y a encore, on est dans l'enfance médicale de la gestion du PSA.
Eh bien, on verra les outils aussi qui vont se développer et puis peut-être que le PSA un jour sera gommé.